Bonjour, merci. Donc on va parler au cours des prochaines 20 minutes de la prise en charge des leucémies aiguës pendant la grossesse. Voici mes liens d'intérêt. Alors, pour les personnes qui ont pu être confrontées à ces situations très particulières, ils pourront être d'accord avec moi sur le fait qu'il s'agit de situations particulièrement complexes avec des enjeux et des défis multiples, à la fois sur l'hémopathie en elle-même qui va être parfois difficile à diagnostiquer, avec des choix thérapeutiques qui vont être complexes. Il faut prendre en compte les risques maternels, les risques fétaux qu'on va détailler par la suite. Il va y avoir des difficultés organisationnelles avec la nécessité d'une multidisciplinarité et de travailler avec des spécialités avec lesquelles on n'est pas forcément habitué de travailler en tant qu'hématologue. Et puis il va y avoir un impact psychosocial qui est extrêmement important pour les patientes et pour leurs familles, avec des patientes qui vont dans des situations de vulnérabilité encore plus extrêmes que d'habitude, qui vont être confrontées à un conflit moral et à des choix qui vont être difficiles et pour lesquels un soutien et un suivi sur les aspects psychologiques et sociaux, à la fois à court terme et à long terme, sera nécessaire. Alors, on va resituer quelques éléments auparavant. La grossesse, c'est 3 trimestres avec 2 dates clés, 14-28 semaines d'aménorrhée et puis après l'accouchement. Un concept important, c'est la prématurité. La prématurité, il y a différents grades de prématurité, entre 22-28, extrême prématurité, très grande prématurité jusqu'à 32, et puis ensuite autre type de prématurité. Donc c'est important d'avoir cette notion en tête, mais c'est plus important de savoir ce que ça signifie une prématurité extrême ou une très grande prématurité. Donc vous avez une courbe, il faut regarder les courbes jaunes, à gauche qui est la survie des nouveau-nés en sortie de maternité en fonction de l'âge gestationnel au moment de l'accouchement. Donc vous voyez que les très grandes prématurités, à moins de 28 semaines d'aménorrhée, la mortalité néonatale est très importante et quasiment complète chez les patientes, chez les nouveau-nés de moins de 24 semaines d'aménorrhée, et qu'au-delà de 28 semaines, on a une mortalité qui est un peu moins de 10%, qui diminue à moins de 5% à 34 semaines et qui devient quasiment nul au-delà. Il y a de la mortalité, mais il y a surtout des complications également à court terme, des complications majeures, entérocolite ulcéronécrotique, hémorragie cérébrale, bronchodysplasie pulmonaire, autres complications qui vont entraîner une morbidité importante. Et donc toujours la courbe jaune, vous voyez que même pour les très grandes prématurités où la survie est quand même bonne, on a quand même des complications majeures qui sont importantes et qui ne sont pas négligeables. Complications à court terme, mais aussi à long terme. Et là, on suit toujours la courbe jaune, où ça, c'est le suivi de ces enfants 5 ans après leur naissance. Et donc, on voit que les séquelles, et en particulier les séquelles neurologiques sévères ou modérées, sont en nombre non négligeable dans les grandes et très grandes prématurités et sont extrêmement importantes dans les prématurités extrêmes. L'autre élément à prendre en compte pour l'aspect enfant, c'est le risque malformatif. Il y a 3 étapes au cours du développement humain. Là, il y a l'implantation au cours des 2 premières semaines, la période embryonnaire qui est celle de la formation des grands systèmes et des organes, qui est la période critique et auquel les expositions vont pouvoir entraîner des risques malformatifs. Et puis après, il y a la période fétale où certains organes matures, comme le SNC, l'œil, l'audition, où il va y avoir des risques malformatifs qui peuvent être présents, mais qui sont beaucoup moins importants que cette période embryonnaire où le risque de malformation majeure est très important lorsqu'on expose à des toxiques. On va parler de l'enfant, parlons de la femme. La femme enceinte, c'est des modifications physiologiques qui sont significatives et qu'il faut connaître pour les prendre en charge convenablement. Du point de vue cardiovasculaire, on a une augmentation du volume plasmatique qui est de près de 50% au 3e trimestre, une augmentation du débit cardiaque, une augmentation de la fréquence cardiaque, une perte du tonus périphérique. Donc ça, c'est des éléments qui font qu'elles vont être particulièrement sensibles à les fluctuations tensionnelles, et dans les situations de sepsis, ça peut se dégrader extrêmement rapidement. Sur le plan respiratoire, on a une diminution du volume respiratoire disponible, une augmentation de la fréquence respiratoire qui là aussi les rend un peu plus susceptibles à une aggravation rapide si on a des choses qui se surajoutent au niveau respiratoire. L'utérus se met à grossir et finit par comprimer l'aorte et la veine cave inférieure, et ça a des conséquences à la fois cardiaques sur le retour veineux et sur la fraction d'éjection. Ça comprime les uretères et donc ça peut favoriser les infections urinaires. On a une augmentation du métabolisme rénal et du métabolisme hépatique des médicaments, et donc on a plutôt une tendance à diminuer plus rapidement les doses efficaces de médicaments. Et puis au niveau hématologique, il y a l'anémie, la thrombopénie,
Et il y a la petite myémie qu'on peut voir au 2e ou au 3e trimestre. Et puis il y a augmentation des facteurs de la coagulation qui doivent préparer à l'hémorragie potentielle de la délivrance et qui a comme facteur délétère d'augmenter le risque thrombotique chez ces patientes. Évidemment, les patients qui ont des hémopathies malignes associées à la grossesse ont également des risques de complications classiques de la grossesse. On ne va pas les énumérer, mais prééclampsie, éclampsie, HELLP syndrome sont des éléments qui peuvent survenir, qu'il va falloir connaître pour ne pas les confondre ou ne pas les passer à côté quand on a des complications qui peuvent être liées au traitement ou à l'hémopathie. Puis il y a les complications évidemment de la délivrance avec l'hémorragie de la délivrance ou les diverses infections qui peuvent avoir lieu, chorioamniotite ou encore infection de la cicatrice de césarienne. Entre la mère et l'enfant, il y a cet organe assez particulier qui est le placenta, qui est le lieu d'échange qui permet le développement fœtal, qui va lui permettre d'apporter les nutriments et différents éléments nécessaires à son développement et qui est aussi une barrière importante avec un système de protection vis-à-vis des toxiques. Il y a différents éléments qui vont entrer en jeu pour une molécule sur sa capacité à passer la barrière hématoplacentaire, et notamment les molécules qui sont plutôt lipophiles, qui sont plutôt de petite taille, inférieure à 450 kDa, qui sont faiblement liées aux protéines ou qui ne sont pas des substrats de la PGP, qui est fortement exprimée au niveau de cette barrière, vont avoir plus de susceptibilité à passer le placenta et donc avoir des effets fœtaux. Alors, quand on a mis en place un peu tout ça et ces complexités, finalement, contrairement à juste avant, je ne vais pas vous montrer des courbes d'essais randomisés ou de choses extrêmement complexes, puisque malheureusement, les données sur ces situations sont extrêmement rares. C'est surtout des avis d'experts et puis des cas cliniques rapportés. Nous, on s'est intéressé au système de données de santé pour essayer d'avoir des informations un petit peu plus précises sur l'état des lieux et sur les devenirs de ces patients. Donc, on a pris l'ensemble des grossesses en France sur les 10 dernières années. Sur les 9 millions de grossesses environ qu'il y a eu, il y a eu 413 hémopathies malignes en cours de grossesse, 953 dans l'année qui a suivi. Et vous avez la répartition épidémiologique à gauche des hémopathies en cours de grossesse, où évidemment le lymphome de Hodgkin est le plus fréquent parce que c'est l'épidémiologie de cette période de la vie. Et puis en deuxième position, vous avez les leucémies aiguës, donc 89 leucémies aiguës, probablement un peu sous-estimées par différents facteurs liés à la méthode. Et sur ces 89 leucémies aiguës, vous avez 25% de LAL et l'autre partie qui sont des leucémies aiguës myéloïdes. Quand on s'intéresse un peu à la période du diagnostic en fonction de la grossesse, globalement, l'incidence en cours de grossesse des leucémies aiguës est identique à celle du postpartum. On n'a pas l'impression qu'il y ait de pic d'incidence, donc probablement qu'il n'y a pas d'effet de la grossesse sur le développement de la leucémie ou le fait que ça apparaisse, ou au contraire que ça protège en cours de grossesse. Quand on s'intéresse à l'issue de grossesse, ce qu'on constate, c'est que les patientes, donc vous avez 2 dégradés de couleur. Ce qui est en violet, c'est les interruptions de grossesse, en bleu, c'est les naissances vivantes. Et globalement, au premier trimestre de grossesse, les patientes qui ont été diagnostiquées ont toutes eu une interruption médicale de grossesse. Au deuxième, un peu plus de la moitié des patientes ont eu une interruption de grossesse. Au troisième trimestre, il y a eu toutes les patientes qui ont donné lieu à des naissances vivantes. Quand on s'intéresse à la survie de ces patientes, on a comparé la survie des patientes qui étaient diagnostiquées en cours de grossesse par rapport à celles qui étaient diagnostiquées dans l'année qui suivait. Il n'y a pas de différence en termes de survie globale. On voit qu'il y a plus de 75% de survie dans cette population-là à 5 ans, ce qui correspond à des femmes jeunes en bonne santé, à part la leucémie aiguë. Et ça, c'est un élément quand même qui est important. Ça signifie que la leucémie, le fait d'être enceinte au moment d'avoir cette hémopathie n'est pas forcément un facteur péjoratif pour ces patientes-là. On enfonce un peu également des portes ouvertes en disant qu'évidemment, ces patientes qui ont des hémopathies, en particulier des leucémies aiguës, ont des morbidités maternelles et des complications obstétricales plus importantes que la population des femmes enceintes sans hémopathie. Et on a pour le cas des leucémies aiguës une prématurité importante chez plus de 25% des patients et une prématurité modérée chez près de 30-40% des patients. Donc beaucoup de prématurité et finalement beaucoup de complications liées à la grossesse et liées à l'hémopathie. Quand on a tous ces éléments qui sont mis en place, on va s'intéresser un peu plus à la prise en charge des leucémies aiguës au cours de grossesse. La première question qu'on se pose, c'est quand est-ce qu'on va traiter les patientes en fonction du moment où elles se présentent, du moment de la grossesse. Donc on revient sur ce schéma-là et je vais rajouter à celui-là 2 éléments. L'étude de gauche, c'est une étude
sur un registre qui s'intéressait au risque malformatif en fonction du moment d'exposition en cours de grossesse. Globalement, ce que ça dit, c'est qu'en dessous de 14 semaines d'aménorrhée, le risque malformatif est à plus de 7%, et que globalement, faire de la chimiothérapie à ce moment-là est délétère. Chimiothérapie étant tout cancer confondu, essentiellement des cancers du sein, donc surtout des anthracyclines et du taxane. À droite, c'est une autre cohorte qui est une cohorte prospective pour évaluer les effets à plus long terme sur le développement psychomoteur, qui est un élément quand même le plus préoccupant finalement, plus que les malformations quand on fait de la chimiothérapie au 2e et au 3e trimestre. Et globalement, ce que disent ces études, toujours sur cette même population, tout cancer confondu, et surtout des anthracyclines et des cancers du sein, c'est qu'il n'y a pas de retard lié en soi au fait de faire la chimiothérapie en cours de grossesse, mais que les facteurs qui font que cette population d'enfants a des retards, c'est plus la prématurité d'une part, et d'autre part, malheureusement, le décès maternel qui va entraîner un contexte psychosocial complètement différent et qui va entraîner des difficultés chez ces enfants. Donc, si on caricature un peu, et là c'est difficile parce qu'il faut vraiment individualiser pour chaque patiente, grossièrement, pour une leucémie aiguë, on se place, nous, plutôt au-delà de 32 semaines d'aménorrhée, qui est un moment où la prématurité a des complications qui sont raisonnables et où le risque de faire de la chimiothérapie à ce moment-là, pas forcément le risque de faire de la chimiothérapie pour le fœtus, mais les complications liées au sepsis et à la neutropénie qui peuvent entraîner une mort fœtale utero sont trop importantes. On décide, nous, de déclencher ces patientes si c'est possible. Avant 14 semaines d'aménorrhée, le risque de malformation majeure est trop important et on conseille l'interruption médicale de grossesse. Et entre ces deux, c'est extrêmement délicat et c'est une discussion qui doit être individualisée. Évidemment, il faut que les patientes aient leur mot à dire là-dedans et le choix leur repose, mais ça nécessite une information et une indication extrêmement claire. Et puis dans tous les cas, il faut se souvenir que s'il y a une urgence maternelle, le plus souvent, en fait, les intérêts maternels et fétaux se rejoignent. Si la mère décède, le fœtus aussi. Donc, s'il y a une urgence maternelle, il faut traiter la leucémie et pas avoir peur de traiter parce qu'elle est enceinte. Le comment traiter, ça revient un petit peu à des éléments, je vous ai dit, sur le placenta. Quand on prend en compte ce qu'il y a comme données dans la littérature, c'est surtout les case reports, mais il y a beaucoup de données sur les anthracyclines qui sont très rassurantes. Et si on devait choisir une par rapport à l'idarubicine versus la donorubicine, on se dirigerait plutôt vers la dono, puisque l'idarubicine est plus petite, plus lipophile et théoriquement passe plus le placenta. La racitine au premier trimestre, ça fait des défauts de formation des membres, et donc c'est formellement contre-indiqué, mais il y a pas mal de données par la suite qui sont plutôt rassurantes. Et pour les thérapies ciblées, il n'y a pas de données à l'heure actuelle. Nous, notre politique, en l'occurrence pour l'anti-FLT3, c'est pas de les mettre, en tout cas au moment de l'induction, en se disant qu'on les mettra plus tard au moment de la consolidation et que la perte de chance sera minime dans ces situations. Le cas particulier des LAM3, nous on utilise un schéma AIDA adapté qu'on va probablement un peu modifier avec les résultats récents. L'ATRA en cours de grossesse, même avec les complications de malformation, surtout au premier trimestre, et puis les inquiétudes sur le neurodéveloppement nous paraît pas évitable, et il faut absolument mettre de l'ATRA quand il y a des leucémies aiguës myéloïdes promyélocytaires. Et par contre, l'arsenic nous paraît être beaucoup trop risqué, avec un risque de malformation, mais surtout un risque néonatal et infantile par la suite de néoplasie, qui fait qu'avec les quelques données qu'il y a, on n'est pas assez confiant pour utiliser ça en cours de grossesse. Un petit mot et quelques secondes sur le sepsis en cours de grossesse. Le patient qui a une neutropénie fébrile, c'est un patient qui a une bombe à retardement. Une femme enceinte sans neutropénie fébrile, c'en est une aussi, parce que, comme je vous ai dit, il y a plein de systèmes qui sont déjà à la limite de leur utilisation. Et donc, quand on va avoir un sepsis chez une femme enceinte, les choses vont se dégrader assez rapidement. Donc, quand vous associez les deux situations, ça peut donner lieu à des événements explosifs. Et puis, l'hypotension maternelle va entraîner très rapidement une mort fœtale in utero. Et donc, il va falloir être extrêmement vigilant sur les signes qui sont un petit peu différents de la femme non enceinte et gérer de manière extrêmement agressive le sepsis. Il y a quelques mesures comme le décubitus latéral qui peuvent être utiles. Et puis, les antibiotiques, il faut les utiliser, en particulier les aminosides qui doivent être utilisés. Je ne vais pas m'attarder sur les soins de support qui sont quasiment les mêmes que chez la femme non enceinte. Et puis j'insiste pour terminer sur la prise en charge multidisciplinaire. Et il faut vraiment impliquer l'ensemble des médecins et des spécialistes qui doivent prendre en charge ces patients-là, avoir un contact étroit avec les obstétriciens,
et des discussions répétées, et puis suivre ces patientes-là sur le plan psychologique par la suite. Voilà, je crois que j'ai un peu dépassé le temps, donc je vais m'arrêter là. Quelques mots sur le réseau qu'on essaye de mettre en place, qui s'appelle EMAPRIDE, qui a pour but d'améliorer les connaissances sur ces situations-là, à la fois en faisant de la recherche clinique, épidémiologique et fondamentale sur ce sujet-là. Vous avez été sollicité notamment pour un registre rétrospectif puis prospectif qu'on essaye de mettre sur l'ensemble des hémopathies malignes et pas que les leucémies aiguës. Et je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup Rudy pour